Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous. Au menu de Viva Culture cette semaine, nous retrouverons Catherine pour 10 minutes chroniques, Annie et ses lieux-dits, et Christine pour sa rubrique des spectateurs. La rubrique des spectateurs. Aujourd'hui, 22 septembre, ce n'est pas une journée comme les autres. D'abord, c'est la 60e rubrique des spectateurs. 60 quand même, hein. Merci Westrack, merci Mathieu, et merci à vous qui l'écoutez. Et pour tous, c'est la 36e édition des Journées européennes du patrimoine, consacrée cette année aux arts et divertissements. Tout un programme pour nous. Il est difficile de rester chez soi et de ne pas céder aux tentations plus originales les unes que les autres. D'autant plus qu'on fête cette année la 3e édition du matrimoine. Patrimoine ou matrimoine ? La liste est bien alléchante. Et comment choisir entre Marthe, Pina, Gustave, Jane, Yvonne, David, Paul-Marie ? Car c'est bien le prénom qui distingue le masculin du féminin. Sans prénom, plus de distinction. Et c'est Zabou Bretman, je crois, qui avait suggéré de décerner les prix cinématographiques sur des noms sans prénom pour éviter toute rivalité. Sans effet à ce jour, il me semble. Et heureusement, des femmes sortent de l'ombre imposée par la renommée de quelques figures de proue masculines. Et on se réjouit de voir inaugurer dans quelques jours l'impressionnante expo consacrée par la Fondation Vuitton à la fabuleuse Charlotte Périllan, si longtemps éclipsée par ses compagnons architectes et designers, Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Alors vivement le 3 octobre, on ira à Paris. Sinon, vous avez sans doute noté le samedi 5 octobre dans vos agendas. Nous vous attendons au Fort de Tourneville pour fêter notre 10e grande conversation avec l'association Fort. Une grande journée organisée par une belle équipe. Aubery, Christine, Élodie, Hervé, Pierre, Sandrine, Véronique. Une journée pour en savoir plus sur les tiers-lieux culturels grâce à 2 tables rondes. Le matin, à 11h, on retrouvera aux archives ceux qui ont inventé ces lieux de culture partagés. Fazette Bordage, la fondatrice du Fort, Juliette Bonpoint, la directrice de main-d'œuvre à Saint-Ouen, la Friche Lucien à Rouen et ceux qui préparent le Hangar Zéro au Havre. L'après-midi, à 16h, une autre table ronde, accueillie au SEM, abordera les questions liées à la construction de ces tiers-lieux et à leur vie au quotidien, avec ceux qui concrétisent les projets. Sandrine Mandeville et Pierre Beaumont, qui conjuguent leurs talents pour faire émerger des idées nouvelles et assurer la transmission auprès des jeunes publics. Benoît Lemenet, qui poursuit le travail de Fazette et soutient avec enthousiasme toutes ces belles initiatives. Rendez-vous donc à 10h le 5 octobre au Fort, ou sur les sites MCH, ou ceux du Fort, ou sur Facebook pour les détails pratiques. Une grande journée donc sur la démocratisation culturelle, chère au fondateur de la Maison de la Culture du Havre, André Malraux. André, un prénom épicène à l'oral, féminin, masculin, mais à coup sûr marqué par une époque. Un peu comme ces prénoms vieillots qui retrouvent une seconde jeunesse et redeviennent à la mode. La Friche, Lucien, un de nos invités du 5 octobre par exemple, ou la pâtisserie Yvonne et ses délicieux petits choux, la bière Fernande, à Rouen toujours. Et Alain Souchon en a fait une chanson dans son prochain album qui sortira le 18 octobre, I'm 50s. On l'aime déjà parce qu'il chante le Crotoy, la Baie de Somme, les années 50 et les prénoms à la mode. Philippe, Jean-Claude, Monique, Alain et Marcel. Quel Marcel ? On remonte aux années 20 là. Le Marcel du Goncourt 1919, Marcel Proust, ou le Marcel Cerdan de Piaf,
Marcel Duchamp, Pagnol ou notre Marcel familial? Non, celui de 1967, celui de Brel, Marcel Hadzola. Car pour terminer cette rubrique sur les tiers-lieux et tous ces endroits en ébullition, quoi de mieux que cette chanson qui s'amuse avec les noms de villes, qui joue avec Vierzon, Honfleur, Anvers, Hambourg? Quoi de mieux pour fêter notre 10e grande conversation que ce dialogue tourbillonnant, accompagné par l'accordéon endiablé de Marcel Hadzola, qui donne envie de danser à tout le monde, avec en plein milieu le légendaire cri du cœur de Brel pour son musicien. Allez, chauffe Marcel. Alors zou, on file à Vesoul et on se retrouve tous le 5 octobre pour faire chauffer le fort, et le 6 pour Viva Culture, comme d'habitude, pour la 61e. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as plus aimé Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe. Je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, caille, le voyage est fini. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours. Chauffez les gars, mais je te le redis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle. Gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal par hasard. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la causerie en compagnie de la créatrice du lieu qui va se présenter. Bonjour, je suis Clotilde et donc comme vient de le signifier Annie, je suis donc la fondatrice de la causerie. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Alors au départ, j'ai une formation d'éducatrice spécialisée où j'ai eu l'occasion de rencontrer le monde du théâtre. Et à la suite de ça, je me suis inscrite au conservatoire de théâtre, j'ai monté une troupe et j'ai commencé à jouer dans des spectacles. Et un jour, vous avez décidé de monter votre propre maison. Oui, en fait, y a
une dizaine d'années, avec toutes les expériences que j'ai pu avoir au travers du théâtre, du monde éducatif et de la psychologie aussi, puisque entre-temps je me suis formée en art-thérapie. Du coup, j'ai eu l'idée de monter un lieu qui pouvait réunir tout ça. Quelles sont les activités de la causerie ? La causerie, c'est avant tout un lieu où les gens se rencontrent et ont l'occasion de s'exprimer avec tous les arts. Donc à la causerie, on peut trouver des soirées slam, les premiers mercredis du mois, des soirées lecture, où chacun ramène un livre et lit un passage. Ça, c'est le deuxième mercredi du mois. Et le vendredi, c'est l'escale des artistes. Tout artiste qui souhaite s'exprimer vient me proposer des projets. Et le samedi, il peut y avoir des expos de peinture, de sculpture ou autres. Voilà, et le dimanche midi, entre 11h et 13h, c'est le café causerie où les gens viennent parler de tout et de rien. C'est très éclectique. Oui. Votre dernière activité avant de partir en vacances cette année, c'était quoi ? Alors, à la suite du slam, on n'avait pas envie de se quitter, donc on a eu l'idée de construire une fanfare. Donc nous, on s'est réunis mi-juillet à la causerie, on a chanté « On ira tous au paradis » ensemble, et ensuite nous sommes allés au bout du monde faire un pique-nique musical géant dans lequel nous avons chanté notre chanson. Allez-vous continuer avec la fanfare ? En tout cas, les causeurs ont demandé à ce que ce soit renouvelé l'année prochaine. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez très intéressé par le théâtre. Vous n'en faites pas à la causerie ? Alors si, quand vous me parliez de la causerie tout à l'heure, ça c'était la partie vraiment culturelle qui accueille tout public. En parallèle, il y a deux autres activités qui me tiennent à cœur aussi. Ce sont des cours de théâtre que je donne et aux adultes. Et de ce que je vous en ai dit tout à l'heure, ma formation en art-thérapie donne lieu à cette pratique aussi, à la causerie en groupe ou en individuel. D'accord. Et vos projets ? Alors, le projet qui est né cet été, c'est de créer un festival de slam sur le Havre, parce que quelquefois on est accueilli par les autres slameurs des autres villes et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de festival de slam sur le Havre. Donc voilà, dans le cadre du Printemps des Poètes, nous allons monter ce projet. C'est intéressant. Oui. Est-ce que vous avez des rêves ? Des rêves, oui, j'en ai toujours eu, j'en ai beaucoup. Le rêve que j'ai par rapport à la causerie, ce serait de pouvoir monter un festival, le festival de la causerie, qui pourrait réunir les artistes locaux pour qu'ils puissent être connus et reconnus. Donc voilà, c'est dans un petit coin de ma tête. Votre définition de la culture ? La culture, c'est l'ensemble des peuples qui partagent avec ce qu'ils sont, avec leurs différences, avec ouais, c'est avant tout un partage, le partage de ce qu'on est. Voilà. Pouvez-vous nous donner vos adresses ? Alors, l'adresse de la causerie, c'est 26 rue Voltaire, au Havre. Ça se situe à côté de l'hôtel des Gens de Mer, place des Halles. Un site Facebook ? Oui, depuis peu, parce que l'informatique n'est pas forcément mon fort. Donc, c'est la page La Causerie Le Havre.
Un numéro de téléphone. 06 61 44 78 75. Avez-vous autre chose à ajouter ? Bienvenue aux futurs causeurs pour avoir de nouveaux partages ensemble. Je vous remercie. Merci. Bonne Annie. journée. Et maintenant, pour terminer, un slam de Erico, scandé par Erico à la gloire de la causerie. Un lieu au Havre, la causerie, à Clotilde Guillemet. Un matin, Claude s'est réveillé avec un nom dans l'esprit, ou plutôt un rêve, celui de partager l'art, la joie, la vie. Ce rêve, c'est la causerie, un petit lieu familial proche de la place des Halles. Oui, c'est ici, allez-y. Là, aucun souci, car Claude, bonne méthode, veille à ce que chacun soit un soleil, se sente bien dans sa peau, puisque là tout existe. Expo, photos, théâtre, lecture, slam. Maintenant pour moi les clips sur écran c'est fade. Chez Claude c'est vivant, on est vraiment là, tous les sens en avant, on s'écoute et voilà. Chaque âme sensible est accueillie sur la piste, sous l'œil bienveillant de Chaplin qui imprègne les artistes. Ceux de concert le vendredi soir sont là pour chanter et offrir des histoires. Quand j'ai manqué, j'en entends parler. Venez à la buvette. Vin ou jus d'ananas, chouette. Sinon, discuter dehors pour la fête, c'est fort. À l'heure où toute la société s'atomise, changeons de devise. Pour en finir avec la sinistrose, écoutez Claude, qui invite à ce qu'on cause. Je vous remercie, Erico. À bientôt. Dix minutes chronique. Ce futur qui était notre présent. En 1968, Philip K. Dick publie un roman de science-fiction, Les androïdes rêvent-ils des moutons électriques ? Roman scénarisé plus tard, en 1982, dans Blade Runner de Ridley Scott. En 1968, une histoire où apparaissaient des humanoïdes relevait de la pure fantaisie et de l'imaginaire stupéfiant de Philip K. Dick. Et en 1982, elle restait tout aussi abstraite sur les écrans. Mais quand, en 2017, sort Blade Runner 2049 du réalisateur Denis Villeneuve, cet univers de fiction, l'étrangeté de la proposition d'un monde où agissent des réplicants non humains, mais à leur ressemblance parfaite et capables d'agir comme eux, ne semble plus totalement extravagante. C'est que les hommes ont déjà programmé des machines désormais douées d'intelligence, des robots capables d'agir et de s'exprimer. C'est ainsi qu'en septembre 2017, un article du journal Le Monde posait cette question. De plus en plus intelligentes, les machines revendiqueront-elles un jour les mêmes droits que leurs créateurs ? Bien avant qu'ils ne deviennent réalité, la science-fiction avait fait du robot l'un des thèmes principaux de ses histoires, des plus audacieuses aux plus effrayantes, en passant parfois par le récit humoristique, comme dans Le robot et la demoiselle de Manly Wade Wellman en 1938, où un savant timide envoie son robot parfait à un premier rendez-vous, ou bien dans Automate Société Anonyme de Ray Bradbury en 1948, où un robot part en voyage avec l'épouse de son créateur. Cependant, c'est Isaac Asimov, l'auteur le plus emblématique du genre, qui publie en 1950 Les robots. En préambule de son recueil de nouvelles, il édicte les 3 lois de la robotique, lesquelles inspirent encore aujourd'hui les scientifiques spécialisés en la matière. Loi numéro 1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Loi numéro 2. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Loi numéro 3. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit
avec la première ou la deuxième loi. En résumé, le robot est bienveillant avec les humains. Il les protège, leur doit obéissance, sauf ordre qui mettrait en danger n'importe quel humain. Et en cas d'attaque contre lui, il ne peut se défendre qu'à condition que son action ne mette pas en danger un humain. Ainsi, dans la première histoire du livre d'Asimov, le robot Robbie est non seulement inoffensif, mais il a été programmé pour remplir la charge de compagnon de jeu d'une petite fille qui l'adore. La mère de l'enfant s'inquiète de cette amitié avec une machine. Quand Asimov publiait Les robots, pensait-il que 68 ans plus tard, un robot éducatif de la taille d'un enfant de 5 ans serait le clou de l'Electronic Show de Shanghai, conçu pour tenir compagnie aux enfants et bientôt pour remplacer les professeurs. Les univers de la science-fiction, l'étrangeté de ces propositions, font partie aujourd'hui des préoccupations de chercheurs et d'industriels de la Silicon Valley. C'est que l'intelligence artificielle a fait un bond extraordinaire quand les progrès de la technologie ont permis que l'immense quantité des données croisées des algorithmes permettent que les machines élaborent elles-mêmes leur mémoire et soient capables d'apprendre seules à traduire les langues, à reconnaître des visages, à jouer aux échecs contre des champions et les battre. Souvenez-vous de Garry Kasparov, battu le 11 mai 1997 par l'ordinateur d'IBM Deeper Blue. Et depuis, elles ont composé des poèmes, de la musique, des films, même si dans ces domaines de la création, les résultats n'arrivent pas tout à fait au niveau de ceux des humains. Sans doute parce que notre intelligence n'est pas un algorithme. De tout temps, les hommes ont conçu des moyens de les remplacer dans les tâches difficiles ou répétitives. Et le rêve des hommes d'inventer des êtres à leur image, pensant et agissant, n'est évidemment pas neuf. Le robot en est l'un des aboutissements. Un robot humanoïde, baptisé Sophia, est devenue citoyenne saoudienne en 2017. Un journaliste
qui l'interrogeait, a énuméré toutes les fonctions que peuvent remplir aujourd'hui les robots. Accompagner, enseigner, jouer, créer des liens d'amitié. Et lui a demandé sur le ton de la plaisanterie si elle veut aussi anéantir l'humanité. « Oui, je veux détruire les humains », a été sa réponse. Okay, I will destroy humans. Les constructeurs de Sophia n'ont donc pas lu les 3 lois de la robotique d'Asimov ? Ou bien Sophia n'est-elle pas en mesure de comprendre la portée de ses réponses ? Une faille dans son système ? Un bug ? Sommes-nous dans la réalité du XXIe siècle ou dans un cauchemar de science-fiction ? Dernière nouvelle. L'agence spatiale russe Roscosmos a annoncé mardi 27 août que le robot humanoïde russe Fedor s'est arrimé à la Station spatiale internationale pour apprendre à y assister les astronautes. Si les écrivains des années 30 et 40 pouvaient revenir à notre époque, ils seraient stupéfaits. Ou bien émerveillés, qui sait ? Et se prendraient-ils pour des prophètes ? Allez savoir. Ce qu'on va faire, c'est vraiment donner à la machine un ensemble de partitions de Mozart, des partitions de Beethoven. On va lui donner un maximum d'informations qu'elle va écouter, qu'elle va réécouter, qu'elle va reproduire, jusqu'à ce qu'elle soit capable par elle-même de générer des nouvelles mélodies. Le but n'est pas seulement de faire en sorte que la machine puisse produire de la musique, c'est qu'elle la comprenne. Vous pourrez lire ou réentendre, trouver les liens de ce jour sur le site MCH, 10 minutes chronique. À bientôt. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et merci à Mathieu pour la réalisation.